Bonjour à tous et bienvenue sur 01 TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Comme chaque jeudi, l'essentiel de l'actu tech, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Allez, voici le sommaire. Cette semaine, nous allons découvrir cette nouveauté annoncée par le fabricant anglais Dyson, un casque audio avec, tenez-vous bien, un purificateur d'air. La première école du métaverse, vous ne rêvez pas, ce n'est pas virtuel, ce sera bientôt réel et son fondateur est notre invité. On va s'intéresser également à une application qui va vous permettre de mesurer l'impact carbone de votre vie numérique. Ce sera notre rendez-vous Tech Care. Et puis une autre application, enfin, une appli pour mieux dormir. Ça s'appelle Sleep Cycle. Margot Duchesne l'a testé pour nous. D'ailleurs, je crois qu'elle s'est endormie. Je vais devoir aller la réveiller et on la retrouvera tout à l'heure en fin d'émission. Merci d'être là. C'est parti pour 01 Hebdo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver comme tous les jeudis. Je suis tout seul cette semaine encore. Avant le retour de François Sorel la semaine prochaine, ça ne saurait tarder, soyez patients. Mais nous allons passer ensemble ces 50 minutes consacrées à l'actu tech. 01 Hebdo que vous pouvez retrouver, vous le savez, comme tous les programmes de 01 TV, sur YouTube, sur 01nettv.com, mais également sur vos box, donc sur votre téléviseur, via la box SFR canal 32, la Livebox Orange canal 141, chez Free canal 231 et également sur l'appli RMC BFM Play. Voilà, vous ne pouvez pas nous rater si vous êtes fan de nos émissions et on sait que vous êtes fan. On vous remercie, on passe tout de suite à l'actu. L'actu tech cette semaine, quelques petites news qu'on a sélectionnées pour vous. Et je suis d'ailleurs ravi d'accueillir sur ce plateau Amélie Charnet. Bonjour. Bonjour. Amélie de la rédaction de 01net. On va retrouver Amélie quasiment tout au long de l'émission aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, on parlera d'un truc complètement fou. Je ne l'ai pas évoqué dans le sommaire, mais on aurait pu. C'est le premier vol d'un taxi volant volocoptère. Je n'en dis pas plus, mais Amélie nous racontera tout. Mais avant cela, elle va nous parler dans un instant de ce que les opérateurs font pour les réfugiés ukrainiens et pour les Ukrainiens d'une manière générale. Mais avant cela, donc, cette news qui a été dévoilée cette semaine, alors on n'en sait pas encore grand-chose pour l'instant, mais c'est quand même assez intéressant et assez intriguant. C'est un drôle de produit high-tech. Vous connaissez forcément la marque britannique Dyson, mais qui est surtout connue pour ses aspirateurs ou pour ses ventilateurs, ses purificateurs d'air. Eh bien, Dyson a mis un purificateur d'air sur un casque audio, ou plutôt un casque audio sur un purificateur d'air. D'ailleurs, on ne sait pas exactement. Et voici à quoi ça ressemble. Voilà, vous l'apercevez. C'est donc ce produit qui s'appelle le Dyson Zone. Un produit, alors, on ne l'a pas encore entre les mains, hein. Il a été dévoilé il y a quelques jours à peine. On ne sait pas exactement dans le détail ce que ça vaut et on a hâte d'ailleurs de pouvoir l'essayer. Mais l'idée, on l'a compris, c'est d'avoir d'une part l'aspect casque audio. Voilà, on peut se promener avec ça tout au long de la journée. C'est un casque à réduction de bruit d'ailleurs. Quelle sera la qualité sonore, ce sera à voir dans les tests. Et puis cette espèce de grosse barre comme ça qui vient devant le visage, qui est donc un purificateur d'air actif. Alors c'est vrai que Dyson a un vrai savoir-faire en la matière, hein, puisque je le disais, ils ont déjà des purificateurs d'air, ils en fabriquent, ils en commercialisent, mais c'est plutôt pour la maison. Là, il s'agit donc d'un produit transportable qui devrait filtrer, selon la promesse, 99% des particules. Alors il arrête tout, hein, il reconnaît tout, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, les particules fines jusqu'à 0,1 micron, les poussières, les pollens, pratique au printemps pour les personnes allergiques, les bactéries, etc., etc., grâce à des filtres à charbon enrichis en potassium et grâce à un système de filtrage actif. Donc, d'après ce qu'on comprend, il y a une espèce de moteur à l'intérieur, hein, avec plusieurs niveaux de réglage d'ailleurs, faible, moyen, élevé, et puis un mode automatique qui s'adapte à l'intensité de la respiration. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec ce genre de choses, dès qu'on a quelque chose devant la bouche qui filtre, on l'a tous testé avec les masques anti-Covid, on respire un petit peu moins bien quand même, hein. Plus ça filtre et moins on respire bien, c'est un peu le problème. Voilà, bon, c'est assez étonnant, ce casque, ce produit hybride. Amélie, ça te tente? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est quand même extrêmement laid, non?
Alors, écoute, je trouve qu'il y a clairement un côté science-fiction. Ça nous renvoie à des images de films d'anticipation un peu angoissants, c'est vrai. Mais c'est peut-être ça notre vie dans le futur. Bon, t'as vu quand même que tout le monde a cru que c'était un poisson d'avril, parce que oui, parce que c'est tombé deux jours hier en fait, 2 jours avant le 1er avril. Ouais. Donc je sais pas, moi j'attends encore confirmation que c'est un produit vraiment sérieux. J'espère que c'est vrai. Sinon c'est complètement planté et on vous raconte n'importe quoi depuis 5 minutes. On n'est pas les seuls, hein, cela dit. Et ils auront bien fait leur coup. Bon, il y a quand même tout un tas de specs techniques qui ont été annoncés. Hein, donc tout ce que je viens d'annoncer en ce qui concerne la filtration. Et puis, sur l'aspect audio, c'est un casque à réduction de bruit, je l'ai dit. 11 micros pour la perception du bruit. Alors, il paraît que le système de filtrage se coupe quand on reçoit un appel téléphonique. Ce qui laisserait entendre qu'il fait du bruit, ce truc, en plus. Donc, en effet, c'est assez bizarroïde. L'autonomie serait de 4h30 à 6h, en fonction de la vitesse à laquelle on fait tourner le filtre. On peut le piloter et le régler via une application mobile. Et pour l'instant, il n'y a pas de prix. Non, mais bon, c'est quand même vraiment un produit assez bizarre. Et si demain, on a tout ça dans la rue, là, ça y est, on n'a même pas besoin d'aller dans le métaverse pour avoir l'air d'être des robots. On sera vraiment des robots dans le monde réel. Bon, on attendra de voir. Hein. Alors, beaucoup plus réel, mais pas encore tout à fait complet au niveau information. Si vous êtes abonné Orange, ça va vous intéresser, et même si vous ne l'êtes pas, ça va vous intriguer, parce que c'est toujours un événement lorsqu'un opérateur lance une nouvelle box télécom. Eh bien oui, la semaine prochaine, en fait, l'opérateur Orange doit dévoiler sa nouvelle box, et ils ont fait un petit peu de teasing en publiant une photo d'un aperçu de cette box. Alors regardez ça, on ne sait pas, on voit rien du tout en réalité. Hein, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond, si ce n'est que c'est donc la Livebox 6 qui sera dévoilée mercredi prochain, 6 avril, à 9h. Évidemment, c'est un sujet que tu suis de près, Amélie. Tout à fait, je serai sur place, évidemment. Tu seras sur place, évidemment. Alors, quand tu dis qu'on ne sait pas trop ce que c'est, on voit quand même, on a des éléments là sur le visuel. A priori, c'est une enceinte intégrée qui est tout en hauteur. Ouais, c'est tout en hauteur, donc a priori, c'est parce que c'est pour que ce soit Wi-Fi 6. Ouais. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Bouygues Télécom il y a 2 ans, avec sa Bibox Fibre. Je pense qu'il n'y a pas non plus d'énormes surprises. Donc, ce qu'on voit sur les côtés, c'est du tissu, quoi, en fait. Oui. Je pense qu'il n'y aura pas d'énormes surprises. Il y aura probablement des ports à 2 gigabits par seconde. Et ça sera peut-être du Wi-Fi 6. Ça sera peut-être la première box Wi-Fi 6E, donc une évolution du Wi-Fi 6 qui va permettre d'utiliser une 3e bande de fréquence, donc pour des débits bien supérieurs en Wi-Fi. À condition d'avoir des devices compatibles. Voilà. En revanche, sur la sortie fibre en elle-même, il n'y aura pas de grosse surprise. Ça m'étonnerait que Orange commercialise tout d'un coup une connexion à 10 gigabits. Donc, oui, ils y vont mollo en général, plutôt. Bon, voilà, Livebox 6. Il faut savoir que la précédente Livebox, la modèle 5, avait été présentée en octobre 2019. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Hein. Tout à fait. Mais c'est à peu près le rythme de renouvellement. Et il n'y a pas de nouvelle box TV a priori. C'est juste le modem pour se connecter à Internet. Tu as raison de le préciser. Ça, c'est uniquement la partie routeur, la partie modem. Bon, c'est intéressant. Puis on sait que Orange fait quand même pas mal attention, comme toutes les marques, tous les constructeurs aujourd'hui, à l'aspect éco-responsable. Donc, a priori, cette box devrait intégrer, elle devrait répondre à la promesse de l'éco-conception, en fait. Et ben voilà, rendez-vous mercredi prochain à 9h, et puis évidemment à suivre sur 01net.com, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler encore plus en détail la semaine prochaine, lorsqu'elle aura été réellement dévoilée, cette Livebox 6. On en est où, juste un mot, chez les autres opérateurs Alors en fait, Orange est un peu en retard, parce que SFR a été le premier à sortir une box Wi-Fi 6, il y a eu ensuite Bouygues, alors Free serait le dernier du coup si Orange la sort, mais a sorti entre-temps d'autres box plus évoluées sur certains autres aspects. On peut dire quand même qu'Orange était un petit peu en retard par rapport aux 3 autres. D'accord. Et du coup, il y a combien de box Wi-Fi 6 sur le marché ? Il y a juste Bouygues et SFR. Bouygues et SFR. Orange serait le 3e. D'accord, ok, très bien.
Alors Amélie, autre sujet télécom qui est assez intéressant, et tu as fait un article sur 01net.com qui expliquait tout cela en détail. Voilà, dans le contexte de la guerre en Ukraine, dont on parlait déjà la semaine dernière, on en parle parce que finalement à chaque fois il y a des répercussions dans l'univers qui nous concerne, au niveau technologique, au niveau numérique, etc. Et là, eh bien, ce sont les opérateurs télécoms précisément qui ont décidé de faire un geste, parfois un peu plus qu'un geste d'ailleurs, en proposant des offres pour faciliter les communications des Ukrainiens entre ceux qui sont sur place et ceux qui ont dû fuir. Et ça passe notamment par des forfaits et des promotions financières assez intéressantes. Tout à fait. Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect dans les pays frontaliers, puisque les réfugiés ukrainiens, ils vont d'abord en Pologne, en Moldavie, en Roumanie. Et Orange, en fait, est très présent dans ces pays-là. Donc, ils proposent, par exemple, des cartes prépayées. Il y a aussi Free, qui a racheté l'opérateur polonais Play, qui propose lui aussi des communications gratuites pour ceux qui sont en Pologne. Donc, des cartes prépayées gratuites ? Enfin, avec des communications, inclure des communications Exactement, voilà, gratuites. Des cartes SIM donc, elles sont prépayées, mais pas payantes. Voilà, c'est ça, soyons clairs. Et alors, pour ceux qui iraient jusqu'en France, pour les réfugiés qui sont en France, depuis le départ, les opérateurs ont dit, alors soit on vous offre les appels gratuits, soit on fait une grosse réduction. Et là, depuis cette semaine, il y a en plus 2 offres spéciales. Alors, Free a carrément lancé un forfait un peu dédié, avec 10 gigas de data, des appels, des SMS gratuits à destination d'Ukraine, mais aussi de la Pologne, parce que en fait, les familles sont éclatées, et donc il y en a qui vont rester. Il y a beaucoup d'Ukrainiens en Pologne. Et SFR s'est rapproché, lui, de l'association Emmaüs Connect, et va fournir ce qu'ils appellent des kits de connexion de première urgence. Qu'est-ce que c'est Emmaüs Connect ? Alors Emmaüs Connect, c'est je ne sais plus si c'est une association, une fondation, mais en tout cas c'est une branche d'Emmaüs qui est vraiment dédiée à tout ce qui est connectivité, et qui va par exemple donner des cours aux personnes âgées ou aux gens qui sont un petit peu isolés socialement pour apprendre à se servir d'Internet. D'accord. Et là, ils vont carrément distribuer, là encore, des cartes SIM pour accéder à de la data, à des appels, à des SMS. Alors, la durée va être un peu plus étendue, puisque là, il y aurait quand même quelques kits qui dureraient 6 mois. Ah oui. Donc, c'est un très beau geste. La seule chose, c'est que dans le cas des SFR comme de Free, il faut se déplacer. Pour Free, il faut aller dans les boutiques de Free. Donc, il y en a peut-être 160 en France. Et pour SFR, il faut aller dans les espaces gérés par Emmaüs Connect. Donc, encore faut-il se trouver à proximité. Oui, ça ne peut pas se faire ça se fait pas en ligne. Ça se fait pas en ligne. Non, parce que peut-être qu'il faut un contrôle d'identité, enfin un contrôle un peu de... Voilà, je ne connais pas le détail de la procédure, mais voilà, il faut juste avoir ça en tête, et qu'il y a quand même une durée limitée de ces communications. Bon, c'est quand même, comme tu le disais, c'est un geste, c'est un beau geste, parce qu'évidemment, les communications, c'est indispensable dans ce genre de situation. Alors évidemment, je pense qu'il y a peu d'Ukrainiens qui nous regardent, mais en revanche, si vous avez dans votre entourage des connexions avec des Ukrainiens réfugiés ou autres, eh bien, parlez-leur de ces opérations, de ces promotions dont ils peuvent bénéficier, principalement en France, et puis, tu viens de nous l'expliquer, également dans d'autres pays, mais à condition de se déplacer dans les boutiques des opérateurs. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors c'est intéressant parce qu'en plus, ça permet à la fois de communiquer vocalement ou par message, mais c'est aussi des moyens pour s'informer. S'il y a de la data, ça permet d'écouter des médias, d'écouter des radios, etc. Donc c'est important également pour ça, en fait. Exactement, puis même pour leur démarche, je pense, quand ils sont en France, c'est hyper important de pouvoir se connecter à Internet et d'appeler aussi des services administratifs. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup Amélie. Alors, tu restes dans les parages, Amélie, puisque tu reviens tout à l'heure pour nous parler donc de ce vol d'essai auquel tu as assisté. Ce sera le vol du volocoptère, du premier taxi volant qui a été testé il y a quelques temps en région parisienne. Ce n'est pas le dernier, mais c'est vraiment un truc intéressant. Juste avant, eh bien, écoutez, je vous propose de passer tout de suite à nos différents invités. On va parler tout de suite de votre sujet qui vous passionne tant, le métaverse. Et oui, le métaverse, le monde virtuel parallèle dans lequel nous serons bientôt tous, pour notre plus grand bonheur, bien évidemment. Bonjour Ridwan Abagri. Bonjour. Vous êtes fondateur de la première école du métaverse qui s'appelle Métaverse Collège. C'est ça. Qui va ouvrir au mois d'octobre 2022. Au mois d'octobre 2022 à Paris. C'est ça. C'est ça. Alors moi j'ai envie, avant qu'on vous nous parliez en détail de ce Métaverse Collège, qu'on reprenne le truc à la base. C'est quoi le métaverse ? Et
pour vous principalement, parce que c'est quand même un mot valise dans lequel on met beaucoup de choses. Effectivement, on met beaucoup de choses parce que justement, c'est un grand écosystème. C'est un monde virtuel qui va réunir, on va dire, plusieurs briques qui sont construites ces dernières années, donc notamment les éléments comme les blockchains, les crypto-monnaies qui vont être des éléments qui vont venir s'ajouter à ce métaverse, mais ça va être surtout un monde virtuel où on va pouvoir évoluer comme dans le monde réel. Donc on va pouvoir faire du shopping, on va pouvoir faire des interactions sociales, on va pouvoir faire des investissements, on va pouvoir faire de la communication, des événements. Donc on va dire que ça va être un peu des mondes parallèles, comme la série TV Sliders, si vous connaissez. On va pouvoir proposer, on va dire, différentes expériences aux utilisateurs. Bon, ça, on a hâte d'avoir tout ça. Alors donc évidemment, énorme perspective économique et notamment en termes d'emploi. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette école du métaverse? Alors dans cette école, on va apprendre justement à construire tous ces éléments. Donc le premier élément, c'est qu'on va apprendre effectivement tous les métiers de la blockchain, donc les crypto-monnaies, les NFT, tout le juridique qui va venir cadrer ces métiers-là sur toute l'Europe et même sur le monde entier. On va apprendre aussi à designer ça n'a pas fini d'évoluer en plus. Ça n'a pas fini d'évoluer, il y a eu beaucoup d'actualités dessus ces dernières semaines, donc ça montre que l'Europe a un leadership. Donc nous, le but, c'est d'accompagner aussi les étudiants sur un peu ces perturbations juridiques. On va avoir toute la partie design, donc qui va permettre aux étudiants d'apprendre à dessiner des vêtements, de designer des intérieurs, designer des applications aussi pour fournir une meilleure expérience possible. Ouais, ça c'est tout le savoir-faire 3D en fait. C'est tout le savoir-faire 3D, c'est hérité du jeu vidéo, ça ressemble au jeu vidéo. C'est complètement du jeu vidéo à la base. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a, on va le mettre à profit justement, surtout en France, et on va pouvoir modéliser tous ces nouveaux univers. Et après, on va avoir aussi le métier le plus basique, qui est le codage spatial, donc pour apprendre à coder des applications XR, donc de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Donc ça va être un des métiers les plus recherchés aussi par Meta. C'est pour ça qu'ils ont annoncé qu'ils recrutaient 10 000 personnes en Europe, parce qu'il faut ces concepteurs, il faut cette expérience pour qu'on puisse avoir des gens qui construisent toutes ces applications. C'est ça votre objectif, c'est de former les futurs travailleurs du métaverse chez Meta? C'est ça. Ce qu'on aimerait, c'est pour ça qu'on s'est positionné comme premier établissement supérieur pour former, on va dire, en France, en Europe et mondialement tous ces profils. Vous prévoyez d'accueillir combien d'étudiants? Alors normalement, à la rentrée prochaine, on avait prévu 50 étudiants pour avoir une filière, on va dire, prototype, pour qu'on puisse réguler un peu les comportements, les usages, la formation, les formateurs, ce qui sont très durs à trouver et très durs aussi. Enseigner des matières nouvelles, c'est toujours un peu compliqué, même s'il y a des matières qui sont un peu plus anciennes. Mais vu la forte demande qu'on a, il est possible qu'on double au minimum et qu'on passe à 100, mais on va essayer de vous avez déjà une forte demande? On a déjà une forte demande, oui. Depuis notre conférence de presse, il y a 2 semaines, on a eu le premier week-end plus de 100 demandes. Et là, on a actuellement entre 5 et 10 demandes par jour. Et alors, vous prenez quel profil et comment est-ce que vous faites une sélection? Alors, sur les profils, on a plusieurs personnes, on a des profils qui ont déjà fait de l'informatique. Ce que vous disiez, en fait, il y a vraiment plusieurs... Parce qu'en fait, c'est vrai qu'une école de métaverse, en fait, c'est un peu une école très polyvalente et très globale. Parce qu'on va avoir des profils qui font de l'artistique, donc qui vont avoir une fibre plus créatrice. On va avoir les informaticiens, on va dire, qui vont vouloir se recycler sur ces métiers-là, avec les nouveaux langages ou des langages plus anciens, mais qui vont pouvoir se dire on veut être les acteurs de ce métaverse. On va avoir aussi un peu les financiers de demain. On va avoir aussi un peu les promoteurs. Donc, parce qu'une fois que le métaverse sera plus complet et qu'on saura quel métaverse adopter, les entreprises voudront communiquer sur ces espaces. Donc on aura tout un marketing métaverse qui remplacera pas, qui viendra s'additionner au marketing digital et au marketing traditionnel. Donc les profils sont vraiment multiples. Et après, nous, pour les tester, bien évidemment, on fait beaucoup d'entretien de motivation et au profil et au projet, parce qu'on a beaucoup de jeunes, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vois sur un sujet aussi gros et aussi technologique, d'avoir des post-bac qui demandent déjà à intégrer une école comme ça. Ah oui, d'accord. En général, ils commencent à partir du bac plus 3, bac plus 4 à s'intéresser, on va dire, à des filières très spécialisées. Donc là, c'est tout à fait le contraire. On a même des personnes qui sont au collège, des parents qui nous contactent en disant mon enfant, il veut travailler dans le métaverse plus tard, qu'est-ce que vous nous conseillez? Donc on a aussi un rôle d'orientation, donc on essaie de les aiguiller au maximum possible. Mais par contre, ça demande beaucoup d'accompagnement. C'est le même engouement que pour l'industrie du jeu vidéo à une certaine époque, non? C'est un peu ça, oui. Et en plus, en France, vous avez connaît la plus de du jeu vidéo. visibilité même encore, parce que on a beaucoup de visibilité parce que l'industrie du jeu vidéo a préparé le terrain. Et c'est vrai qu'ils ont eu un grand rôle dans ça. Et c'est vrai que c'est pas souvent dit dans les médias, mais les jeux vidéo, ils ont vraiment contribué à rendre les outils déjà moins chers. Parce que c'est vrai, si on regarde les caisses de réalité virtuelle, il y a 10 ans et aujourd'hui, les prix sont complètement changés et je pense qu'ils vont encore diminuer. Ça va encore baisser. C'est ça. Et en plus, les usages, donc ça va venir au fur et à mesure. C'est une co-construction qui va se faire avec tout le monde et je pense qu'il va amener un vrai avènement. Est-ce que, mais alors bon, formé au métavers, d'accord, mais on sait d'ores et déjà que c'est un univers
qui va évoluer avant même d'être devenu une réalité. Il y a déjà des changements en fait. Comment vous allez vous adapter à cette évolution permanente ? Ça va super vite. On va le faire un peu comme on l'a fait avec notre première école qui est Digital College. C'est-à-dire que lorsqu'on avait lancé le métier du marketing digital, on réadaptait les programmes tous les ans. Donc là, on va faire le même format. Chaque année, on reverra les programmes avec un comité et un collège scientifique, avec des experts du domaine, vraiment que ce soit du youtubeur qui renseigne sur ça depuis plusieurs années, et des experts de grandes sociétés ou des experts de start-up un peu innovantes. Ils vont nous accompagner pour dire, voilà, là, il y a une tendance qui arrive, donc il faudrait qu'on crée un programme pour ça, il faudrait qu'on adapte ce programme pour telle méthodologie. Vous prévoyez des cursus en combien de temps, combien d'années ? Alors, minimum 1 an. Et après, vous avez les cursus de 2 ans sur les Bac plus 5. Après, le cursus le plus grand, c'est la personne qui va nous faire confiance du post-bac au Bac plus 5. Donc, il peut y avoir un circuit de 5 ans. De 5 ans, d'accord. Et donc, c'est plus courageux. Oui, il faut être plus courageux, mais enfin, ils en prendront plus de choses. Ça, c'est sûr. École payante, ce seront des études. Alors, combien ça coûtera ? École gratuite en alternance. D'accord. Donc ça veut dire qu'à partir du moment, avec la forte demande qu'il y a aujourd'hui, et en général sur nos types d'écoles, il y a 90% des étudiants qui le font en alternance. D'accord, donc ça veut dire qu'ils trouvent c'est financé par une entreprise. C'est ça, oui. Par le projet d'une entreprise, donc indirectement par l'État aussi. Et vous avez après les formations en direct, ça c'est plus pour les post-bac en général. Donc on commence à des prix à 6 500 €. D'accord. Donc sur une formation initiale. Par an. Par an. Et après, c'est vrai que parfois aussi des étudiants étrangers qui viennent apprendre ça en France, ils ne font pas directement d'alternance. Donc eux, ça va plus monter quand ils sont en MS jusqu'à 8 000, 9 000 € selon la filière. Plus ou moins technique. Ouais. Donc si on veut postuler, ce qu'il faut, c'est essayer de se trouver d'ores et déjà une alternance ou vous vous en chargez de ça ? Alors nous, on accompagne pour ça. D'accord. Donc, ça veut dire, le premier step, c'est vraiment d'aller sur le site metaversecollege.fr. Après, un conseiller les contactera, on leur donnera tout le processus et nous, on proposera leur CV à nos entreprises partenaires. C'est une première mondiale, ce collège ? C'est une première mondiale, oui. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde ? Il n'y a pas d'équivalent sur ce format-là. C'est-à-dire que vous avez des centres de formation qui font des formations courtes mais très théoriques, notamment une en Allemagne, je ne me rappelle plus du nom. Vous avez en Inde un centre de formation qui s'est fait appeler École du Métaverse aussi, mais qui ne donne pas une certification professionnelle à la fin du cursus. Mais dans ce format-là où on forme qu'à ces métiers-là et dans tout l'écosystème, c'est une première mondiale. Récemment, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait un métavers français. Oui. Alors, ce n'est pas Emmanuel Macron le président, c'est Emmanuel Macron le candidat qui a dit ça. C'est le candidat. Donc on va ranger ça dans le rayon des promesses, mais c'est quand même intéressant. Ça voudrait dire que pour vous, ce serait une reconnaissance. Pour nous, je pense que pour tout le monde, que ce soit pour le progrès, que ce soit pour la France, que ce soit pour les Français, je pense que c'est déjà une bonne opportunité de parler de métaverse, parce que ça permet d'encourager les gens à investir dans ces domaines-là. Ouais. Et je pense que oui, il a parlé d'un métavers européen. Bon, pour l'instant, ça a été très flou. C'est très flou. Apparemment, c'est un effet d'annonce. Et je pense pas que les gens ont compris qu'il a plus parlé de la technologie que vraiment de l'usage. Mais je pense à partir du moment où il parle de ça et s'il en fait un argument de campagne, ça va mobiliser des investisseurs. Et peut-être qu'après, dans ces réformes, il mettra aussi peut-être un système fiscal allégé, peut-être des systèmes pour les entreprises innovantes qui vont entreprendre dans ce domaine-là. Et ça encouragera les Français, surtout qui sont très bons dans ces domaines-là, pour entreprendre et faire monter, on va dire, le marché du métaverse en France. Et vous, votre financement, ça fonctionne comment ? Donc, études payantes, cursus payant, mais il y a également une participation des entreprises. Est-ce que Meta est partie prenante ? Alors, Meta, pas du tout. Non ? Pas du tout. Pas du tout, ça veut dire qu'on est une entreprise privée, comme toutes les écoles privées, et on a un financement, un autofinancement. C'est-à-dire sur Metaverse Collège, qui est accompagné par le Digital College et aussi par le Collège de Paris, donc avec beaucoup de ressources, beaucoup de supports, mais sinon c'est un financement direct. Ça veut dire que vous ne formerez pas que des ingénieurs pour Meta ? Non, on formera pour toute l'industrie. Parce qu'on parle du métavers, mais c'est probablement un monde avec des métavers. Ça sera normalement pour l'instant la première tendance, un monde avec plusieurs métavers. Ouais. Mais bon, on connaît un peu comment ça va se passer, il y en a beaucoup qui vont mourir. Donc ça sera quelques métavers dans plusieurs années. Mais est-ce que les géants d'aujourd'hui seront encore les géants de demain ? C'est toute la question. En tout cas, on sait il y a déjà des nouveaux noms qui commencent à apparaître. Il y a déjà des nouveaux noms. Après, ça me rappelle un peu quand il y a eu la révolution il y a quelques années, on a dit les NATU vont supplanter les GAFA. Avec l'arrivée de Netflix, Tesla, etc. Eh ben ça n'a pas changé. C'est vrai. Ok, super, parfait. Merci beaucoup Ridwan Abagri, fondateur du Metaverse College, qui ouvrira donc à Paris en octobre 2022. Voilà, très bien. Et les places sont chères, visiblement, vous l'avez compris. On va passer à notre deuxième invité, c'est notre séance Tech Care avec Orange. On va parler de numérique frugal.
frugal comme Frugger, ou plutôt Frugger comme frugal. Frugger, c'est le nom d'une application dont je reçois, et j'en suis ravi, son créateur, Ronan Robb. Bonjour. Bonjour. Frugger avec 2 G. Oui, avec 2 G. Pas facile à prononcer. Pas facile à prononcer, mais en effet, ça rappelle le terme de frugalité. Qui est cher à notre concept en tout cas. Frugalité numérique, c'est une appli pour nous aider à avoir une vie numérique un peu moins lourde au niveau environnemental, donc à limiter l'impact environnemental du numérique. De quelle manière exactement vous pouvez nous décrire cette appli? Alors en fait, cette application, elle a vraiment pour objectif de sensibiliser les utilisateurs à un usage plus responsable de leur smartphone. Donc ça passe par une analyse, un audit automatisé des services numériques, donc des applications qui tournent, de la manière dont on consomme la donnée. Donc je télécharge l'application Frugger sur mon smartphone et là elle va aller chercher un certain nombre d'informations sur mes pratiques habituelles en fait. Exactement, notamment la consommation. Est-ce que vous utilisez plutôt du réseau Wi-Fi ou de la 4G? D'accord. Puisque ça paraît bête, hein, mais finalement c'est un critère qui va avoir un impact environnemental assez important. Parce que la 4G consomme plus que le Wi-Fi. Exactement. On va essayer aussi au maximum à travers, dans cette application, au-delà de donner un score, qui permet de se situer un petit peu par rapport aux autres et de donner un peu une notion un peu de pouvoir progresser, de s'améliorer de manière un peu ludique. Alors moi je l'ai testé, attendez, je crois que j'avais pas un très très bon score, mais bon, je pense que j'ai des excuses parce que quand on travaille un peu proche du numérique, on a le droit de dépasser un peu les normes, non? Je travaille dans le numérique et non, vous avez en fait on devrait être exemplaire, mais je pense que... moi je vois 42, c'est quoi? 42, c'est... En dehors du fait que c'est un chiffre très numérique, 42 c'est pas terrible. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Ouais, peut mieux faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quel est l'âge de votre smartphone? Il est assez récent. Voilà, oui, d'une part. Est-ce que vous l'avez acheté reconditionné? Non, parce qu'il est vraiment récent. Mais vous auriez même récent, malheureusement, il y a des téléphones reconditionnés sur le marché. C'est vrai. Et finalement, donc ça compte, c'est pris en compte. C'est pris en compte, tout à fait. En fait, on va aller chercher le modèle du téléphone. Vous regardez le modèle, vous regardez Et voilà, l'âge du téléphone. On va poser la question à l'utilisateur, est-ce que vous l'avez acheté sur des réseaux type back market, pour reconditionneur. Pour reconditionneur. Oui, il y en a plusieurs. Et on va pondérer ces critères à travers ce score. L'important, c'est de comprendre de sensibiliser sur tous les aspects de l'usage et donc dès l'achat du téléphone, c'est là où il y a un coût vraiment environnemental qui est très fort, même un coût social, puisque derrière il faut comprendre comment est fabriqué un téléphone, un smartphone, même un ordinateur. Et donc on se doit tous d'être un peu acteurs d'un numérique plus vertueux. Tout à fait. Après, vous examinez également le temps qu'on passe sur telle ou telle appli, puisqu'il y a un petit questionnaire. Vous m'avez demandé combien de temps je passais sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est là où j'ai éteint d'ailleurs. Mais est-ce que tout cela est très, scientifique et réel, ou bien c'est pour donner une idée, pour sensibiliser, en fait, c'est un peu ce que vous disiez. Il y a une part de scientifique, puisqu'on s'appuie sur des algorithmes et des chiffres issus du Shift Project, et notamment un modèle scientifique qu'on appelle le One Byte Model, où on arrive à transposer finalement toutes ces informations qu'on va récupérer sur le smartphone en équivalent. C'est compliqué carbone. Parce que même les chiffres du Shift Project sont contestés sur... Tout à fait. Ils sont contestés, ils sont controversés, mais aujourd'hui c'est les seuls qui existent. C'est une et donc, plutôt que de rester dans l'ignorance, utilisons ce qui existe. Et demain, dans Frugger, mais je l'espère dans d'autres applications, on aura d'autres modèles scientifiques qui seront peut-être plus fiables, en tout cas moins controversés, et qu'on utilisera. Mais en proposant une application à télécharger, vous avez aussi votre poids environnemental. Exactement. Alors, on a eu un très bon commentaire d'un utilisateur sur les stores, parce que finalement, les stores, ce n'est qu'une vitrine aussi, les gens peuvent s'exprimer, contrairement à un site web. Et finalement, un utilisateur nous dit, j'ai bien analysé l'application et je l'ai désinstallée. Eh bien, je dis, j'ai réussi mon boulot. Parce qu'il a compris qu'en effet, il faut faire un ménage dans son smartphone. Il a dû lire et voir quelles étaient les actions que lui pouvait mener en tant qu'utilisateur. Alors justement, quels conseils vous donnez, par exemple, pour limiter l'impact environnemental? Alors je vais vous citer par exemple de passer automatiquement en Wi-Fi dès que vous pouvez, vous en avez l'occasion. Je vais également vous conseiller, quand vous allez sur YouTube ou sur d'autres applications de streaming, d'essayer de choisir déjà des formats d'images et de beaucoup moins élevés.
Enfin, quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir de la 4K sur un smartphone à l'œil humain? Vous avez des lunettes, j'ai des lunettes normalement, on ne voit pas la différence. Non. Et je pense que la personne qui voit le mieux au monde ne verrait pas la différence. Donc déjà, c'est essayer de privilégier ça. Ça va être également sur des applications de streaming, on est tous adeptes de Spotify, de Deezer, etc. Ça va être de télécharger ces playlists en amont, à domicile, avec le Wi-Fi, plutôt que les streamer, parce que si vous utilisez deux fois la même musique, vous écoutez 2 fois la même musique dans la journée, 2 fois de streaming et double impact. Par contre, on ne peut pas télécharger les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, non. Sauf dans certains pays. Non. Et sauf avec des abonnements payants, je crois, avec YouTube Premium, etc. Tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en plus, votre application, vous lui avez donné un look très vintage. Ce sont des designs de jeux vidéo des années 80. Exactement. On a eu un parti pris assez fort d'un point de vue graphique d'adopter des codes du rétro gaming, ce qu'on appelle. Double enjeu pour nous, c'était de rendre ludique finalement l'interface à destination des plus jeunes, qui sont ceux qui finalement ont un comportement. C'est votre cible on adresse vraiment toute la cible, tout le panel. Donc s'adresser aux jeunes à travers un design un peu de gaming, etc. Et s'adresser aussi aux générations un peu plus anciennes. Les quarantenaires, par exemple, qui ont été adeptes de ces jeux un petit peu sous forme de pixels, très pixelisés, qu'on retrouve. Très bien, écoutez, très bonne initiative. Frogger, donc, à télécharger sur vos stores, sur iPhone et Android. iPhone et Android. Pour savoir combien vous consommez. Quel est votre score, en fait, en termes d'impact environnemental du numérique. Merci beaucoup Ronan Robe, merci beaucoup. Merci d'avoir été présent avec nous sur ce plateau. On va donc on va prendre de la hauteur et on va découvrir ce premier vol de taxi volant qui a eu lieu il y a quelques semaines à peine ici en région parisienne. C'est Amélie Charnet qui revient pour tout nous expliquer. Alors, elle vient de poser son drone là, juste sur le toit, au-dessus, et puis elle est descendue, et elle est avec nous. Amélie, c'est bien ce drone volant ? À chaque fois, je dis drone volant, ce taxi volant, qui n'est pas encore un drone. Oui, je ne suis pas montée dedans, pour être tout à fait honnête. Non, pour l'instant, ils font monter personne, en fait. Non, pour l'instant, c'est que... Alors, il faut... Sauf des pilotes d'essai. Oui, c'est ça. Déjà, il y a des pilotes d'essai et il y a des pilotes surtout. Ça n'est pas encore autonome. Absolument. Puisque, a priori, à l'horizon 2030, peut-être 2040, ce sera à terme des espèces de drones volants. Effectivement, c'est pour ça que tu as tendance à dire drone. Voilà, c'est ça. Voilà, alors le nom officiel, c'est eVTOL. EVTOL. Ah d'accord, alors pourquoi on dit Volocopter, c'est quoi? C'est la marque? C'est la start-up allemande. D'accord. Donc eVTOL, c'est le nom technique donné à tous les taxis volants et ça veut juste dire que ce sont des appareils qui décollent et qui atterrissent de façon verticale comme un hélicoptère. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Et qui sont électriques aussi. Alors on l'aperçoit, on en avait parlé, on l'avait évoqué juste lorsque le vol avait eu lieu, mais en promettant justement que tu viendrais nous en dire plus. Donc, cet appareil, il y a, je sais pas comment, il y a 16 moteurs, c'est ça? 18 moteurs. 18 moteurs électriques à hélice, 2 places. Pour l'instant, c'est une place pour un pilote, une place pour un passager. Oui. Et pourquoi ces tests actuellement? Pourquoi est-ce que ces tests sont menés? Alors en fait, l'ambition c'est d'avoir un service pré-commercial pendant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pré-commercial, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, parce que ça ne sera pas n'importe qui pourra monter dedans. Ça sera des gens triés sur le volet et je ne suis pas sûre qu'ils paieront vraiment. Mais enfin bon, il y aura en tout cas des lignes régulières tous les jours, depuis l'aéroport du Bourget et depuis Roissy-Charles de Gaulle, jusqu'à pas très loin d'ici, ici les Moulineaux, l'héliport. Exactement, puisque l'héliport, alors on peut le dire, est situé juste à côté ici des studios de Zéro Intégré. Il y aura un autre terrain d'atterrissage dans le sud-est de Paris, donc je ne sais pas du tout où encore, mais le lieu est en train d'être cherché et ça fera quelques liaisons par jour. Oui, donc ce sera une vitrine technologique, notamment pour ces machines, pour savoir si un jour on accepterait d'avoir ça en ville, dans notre vie de tous les jours. Je crois qu'il y a quand même les projets que ça puisse transporter des choses en urgence, genre pour des greffes, des choses comme ça. Voilà, il y a tout un service d'urgence médicale, de transporter aussi, pourquoi pas, du sang, des organes. Ou des forces de secours, ou des... Voilà. Et l'une des questions, c'est est-ce que ça ne fait pas trop de bruit?
Alors justement, c'était tout l'objet de la première campagne de test qu'il y avait la semaine dernière. Et il y avait le labo de la RATP, parce que la RATP a un labo dédié à l'acoustique et aux vibrations. Parce qu'ils sont très partie prenante dans ce projet. Tout à fait, ils sont partie prenante. Il y a un consortium en fait. Donc dedans, il y a le groupe Aéroport de Paris, il y a la RATP. Et pour faire les tests, il y avait aussi Bruit Paris. Il y a plein d'organisations qui sont venues. Et moi, j'étais un petit peu déçue. Alors certes, les taxis volants volaient plus bas que ce que ce sera dans le futur, puisque normalement ils devront voler entre 100 mètres et 300 mètres au-dessus de nos têtes, ce qui n'est quand même pas si haut que ça, malgré tout. Oui, donc 300 mètres c'est la Tour Eiffel. Voilà. Et donc là, ils étaient peut-être à 70 mètres. Bon, d'accord, donc peut-être que ça fait plus de bruit. Malgré tout, j'ai quand même trouvé que... ça fait du bruit ? Bah oui. Tu m'étonnes. 18 hélices qui tournent. Alors parce qu'il y a quelques mois, j'avais vu les expérimentations de l'avion électrique Pipistrel, qui est alors pour le coup vraiment hyper silencieux. Et je m'étais dit, mais c'est hyper prometteur. Mais effectivement, j'avais oublié qu'il y avait quand même ces 18 rotors. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de mystère, ça fait quand même du bruit. Ça brasse de l'air et ça fait du bruit. Le souci, c'est quand même que c'est censé survoler beaucoup d'habitations, beaucoup de zones peuplées. Donc, est-ce que les gens... alors déjà, un service régulier d'avion, les gens qui habitent juste en dessous, c'est quand même des nuisances sonores extrêmes. Là, malgré tout, si ça survole Paris... Alors, le circuit que tu annonces, Orly-Roissy, par exemple, si c'est comme les hélicoptères... Non, il n'y a pas Orly. Il n'y a pas Orly. C'est plutôt, par exemple, ici les Moulineaux-Roissy, par exemple. Et dans ce cas-là, s'ils font comme les hélicoptères, en fait, ils suivent le périphérique parisien. Tout à fait. Donc, ils ne sont pas réellement au-dessus des habitations. Exactement. Et ils sont déjà dans une zone... Oui. Il n'est pas question de créer de nouvelles lignes aériennes dans un premier temps. Ils vont emprunter les couloirs qui existent déjà. D'accord. Donc, tout à fait. Oui. Alors ça, c'est cette première marque, la Volocopter, mais il y a d'autres projets en préparation, non ? Oui, alors, toujours pour les JO, Airbus est également sur le coup, avec un autre appareil qui, lui, comporterait 4 places, mais le prototype n'est pas encore opérationnel. Et puis, c'était ouvert à tous ceux qui voulaient bien postuler. Alors, en Chine, il y a Ehang qui est très avancé sur ce modèle. Qui a été pionnier. Qui a été le pionnier. C'est le premier qu'on a vu au CES de Las Vegas. Exactement. Donc, il faut voir ce que ça donne. Mais quand même, Volocopter est quand même celui qui est en mesure de faire des vols autonomes pour la première fois en Europe. Vraiment, Airbus est quand même très, très, très loin de ça. D'accord. Donc, Volocopter avait déjà fait un vol autonome au Bourget, il y a un peu plus d'1 an. Donc, ça avance tout doucement, mais on peut quand même se poser la question de l'utilité pour les passagers, sachant que ça transporte qu'un passager. Ouais. Parce que quand on nous dit « c'est formidable, ça va solutionner les problèmes d'embouteillage », en fait, s'il n'y a qu'une personne qui est déplacée riche à chaque fois, chef d'entreprise ou... Exactement, quel sera le prix du trajet, parce que tant que ça ne se démocratise pas, qu'il n'y a pas plus de liaison, ça va quand même être un certain coût. Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations encore. Je cherchais également, il y a une start-up japonaise qui était présente au CES cette année, qui s'appelle J-Startup, c'est pas ça ? Alors je ne les connais pas. Je ne sais plus, qui présentait également son taxi volant avec la promesse d'en faire un véhicule totalement autonome en 2030. Donc il y a quand même plein de projets. Il est certain que ce n'est pas le moyen de transport de monsieur et madame tout le monde dans quelques années. Mais on va vers des villes de plus en plus denses en population, de plus en plus denses en véhicules, même si parallèlement on essaye d'évacuer un peu les voitures, etc. Et il restera toujours des besoins, notamment pour tout ce qui est urgence en fait. Oui. Alors moi, je suis un tout petit peu dubitatif sur le côté urgence médicale, parce que si vous avez besoin d'un organe très rapidement, autant utiliser un petit drone. Il n'y a pas besoin de mettre donc un pilote, etc. Là, j'ai pas vu l'apport réel pour transporter des gens, d'accord. Mais si c'est que du matériel, un drone fera l'affaire. De toute façon, la réglementation aérienne avance. On va vers un élargissement en fait, du ciel à des drones, qu'ils soient de petite taille pour transporter du matériel ou qui transportent des passagers. Et ça, c'est inéluctable, je pense, d'ici quelques années. Mais ça va mettre encore beaucoup, beaucoup de temps.
Ouais. Ça se fait déjà dans d'autres pays, hein, dans les Émirats Arabes Unis, Dubaï, etc. Ils ont mais dans des zones étendues où il y a peu de gens en dessous. Ah oui, là, le problème, c'est de survoler des zones d'habitation denses. Donc, il faut que la sécurité soit au point. Donc, tu es sceptique, en fait. On n'arrive pas bien à voir, effectivement, l'utilité de ces... Alors, je ne suis pas du tout sceptique sur les drones, sur l'usage des petits drones. Non. En revanche, sur les taxis volants, je m'interroge aussi beaucoup sur l'aspect environnemental. Il y a eu énormément d'études qui ont prouvé que ça n'aurait d'intérêt que sur un trajet de 30 km. Et là, tous les trajets qui sont prévus font une vingtaine de kilomètres. Ah oui, d'accord. Donc, à ce moment-là, autant continuer à prendre des transports en commun. Pour l'instant, je ne vois pas. Alors, certes, c'est beau quelque part de voir un nouveau mode de transport, de voir la technologie aboutir. Mais si on ne sait pas pourquoi faire, c'est embêtant. Oui, alors après, c'est un peu l'histoire des technologies, hein, d'inventer des choses et puis de découvrir plus tard à quoi ça peut servir. Et on s'aperçoit que c'est même pas forcément ce à quoi on a pensé au départ. C'est vrai. Etc. Donc voilà, ça reste des trucs d'inventeurs et de professeurs Nimbus, hein, pour l'instant, ces choses-là. Mais c'est amusant de voir quand même que les autorités, des institutions comme la RATP, des grandes entreprises comme Airbus... sont à fond derrière. Donc ils doivent bien avoir des idées derrière la tête quand même. Oui, il y a aussi une question d'image, hein, parce que c'est tendance, on montre qu'on innove. Le gouvernement était, le ministre Djebari des Transports était à fond pour inaugurer le vertiport, comme ils appellent, parce qu'en fait, les eVTOL auront leurs aéroports, ce sera des vertiports. Donc pour inaugurer cette zone de test, en fait, il est venu, il a fait une promotion d'enfer au lieu. Donc c'est à Pontoise. Et donc, il y a beaucoup de communication derrière. Il y a beaucoup de communication derrière. Et comment tu appelles ça, un vertiport? Quelle différence entre aéroport, héliport et vertiport alors? C'est juste que ce sera le lieu dédié aux eVTOL. Alors, il était question de faire des vertiports en haut des tours. Oui. Donc en fait, ils sont en train justement d'étudier l'architecture. Ça sera probablement en hauteur. Il faut que c'est le moins d'impact environnemental possible. Et donc le directeur du groupe Aéroport de Paris me disait qu'il savait déjà très exactement où, à Roissy-Charles de Gaulle, il pourrait installer un vertiport. Donc il y aurait un vertiport dans l'aéroport. D'accord. Voilà. Okay. Bon, en cas d'urgence, voilà, si on est très riche et qu'on a peur de rater son avion. Et ils vont tester justement tout ça parce qu'ils disaient, mais il faut qu'on teste le filtrage des passagers, la façon dont on vérifie leur identité, parce que tout le monde ne va pas venir comme s'ils prenaient le métro. Hein. Donc, les pompiers sont en train de tester, eux, leur procédure d'urgence, s'il y a le feu, comment ils interviennent. Donc, en fait, il y a énormément de choses dans les coulisses de ça aussi qui doivent être réglées. Ouais, c'est pas mal. On se rappelle que Uber avait un centre de recherche à Paris qui travaillait sur ces projets-là, et puis ils ont tout fermé. Alors c'était conjoncturel, hein, parce qu'avec la pandémie, il y a eu un gros problème économique. Ils ont décidé de couper tout ce qui n'était pas essentiel à leur activité. Voilà. Ils ont revendu leur activité et ils continuent d'investir dedans par donc l'intermédiaire d'une société tierce. Donc ils n'ont pas totalement coupé les liens. Ok, ils n'ont pas laissé tomber le truc. Bon, c'est passionnant, hein. C'est vraiment intéressant, même si on ne sait pas trop où on va. En tout cas, on y va. Et, on essaye de monter dedans au JO 2024. Bien sûr, Amélie, je suis partant. Réserve vite une place dès maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'on ne pourra pas monter à deux dedans. On ne pourra pas monter ensemble parce que moi, je ne sais pas piloter. Je ne sais pas si toi, tu sais piloter. Non, désolé. Merci beaucoup, Amélie Charnet de la rédaction de 01net. Il me semble bien qu'il y a un article là-dessus à retrouver sur 01net.com. Voilà, c'est pas terminé, 01 Hebdo. On va tout de suite, on va se reposer avec Margot Duchesne qui vient nous parler d'une application pour mieux dormir. Alors Margot, on est réveillés? Oui, moi tout va bien. Hein. Moi, je dors bien. Bien dormi? Bah oui, tout va bien. Bien dormi. Grâce justement à une application qui est formidable. Quelle belle introduction. Alors c'est vrai que la quête du sommeil parfait, c'est un graal en technologie, parce qu'il y a plein de trucs qui existent. Il y a des appareils qu'on glisse sous le lit, qui analysent, il y a les Whoop bracelets, il y a les montres, il y a les trucs, les machins. Les bandeaux, et il y a des applis depuis un certain temps déjà, mais ça s'améliore. Et toi, tu as choisi de nous parler d'une appli qui s'appelle Sleep Cycle, qui apparemment a fait ses preuves. Oui, justement, elle a plus de 13 ans, cette application. Elle est née en 2009. Et puis, je me suis dit, vu qu'on n'est pas très loin de la journée internationale du sommeil qui avait eu lieu le 18 mars,
Je me suis dit, quoi de mieux que de présenter une application pas mal sur, en tout cas, comment améliorer la qualité de son sommeil. Donc, Sleep Cycle, elle vous permet de suivre votre qualité de votre sommeil, la qualité de votre sommeil. Elle vous permet de vous réveiller au bon moment, au moment qui est le plus opportun dans votre sommeil. C'est-à-dire qu'elle va essayer de vous réveiller au moment où vous êtes dans votre sommeil léger. Comme ça, vous avez l'impression de planer. Ça, c'est tellement important. C'est oui, vrai que c'est en douceur. Quand ton réveil te tire des bras de Morphée alors que tu es au plus profond, au milieu de ton rêve, etc. Mais c'est horrible, on n'arrive pas à se réveiller. Non. Alors que là, il y a une fenêtre de 30 minutes qui est prévue pour, en fait, si vous voulez vous lever à 7h30, bah voilà, vous lui indiquez et elle sait qu'elle peut vous réveiller entre 7h et 7h30 au moment, comme je le disais, le plus opportun. Alors, c'est pas totalement nouveau cette fonction, mais là, ils ont poussé le truc vraiment loin. Quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres fonctionnalités dans cette application et puis elle peut aussi être connectée à votre application de santé. Ils en ont même une qui s'appelle Life Cycle. C'est la petite sœur, ils l'appellent. Mais voilà, c'est exprès pour connecter, pour voir s'il y a des influences. Par exemple, si vous avez beaucoup marché dans la journée, est-ce que ça a une influence sur votre sommeil par rapport à une autre journée où vous aurez beaucoup moins marché, par exemple. Si on n'a pas trop mangé le soir. Exactement, si vous avez bu. Eh bien oui, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, en fait. Si vous êtes de mauvaise humeur, si vous êtes stressé, enfin, il y a beaucoup de choses. Tout ça, ça empêche de dormir. Mais en fait, c'est une appli qui nous dit si on dort bien ou pas. Mais comment est-ce qu'elle peut nous aider à bien dormir ? Alors, elle vous aide à bien dormir parce qu'elle vous permet de comprendre votre sommeil. Elle vous permet de comprendre en fait les différences. Voilà ce qu'on disait avec les facteurs justement. Et donc du coup, elle va vous accompagner. C'est surtout ça. Elle vous accompagne. Donc vous avez donc plusieurs catégories dans cette application. Vous avez par exemple la catégorie sommeil où je disais justement il y a 3 possibilités. Le réveil facile, comme on vient d'en parler avec les 30 minutes de battement. Le réveil, donc celui-ci où vous ne mettez pas du tout. Voilà, c'est ça. Vous avez décidé que surtout vous ne vouliez pas de réveil avec une fenêtre, surtout, mais vous voulez être réveillé directement. Voilà. Réveille-moi pour que je sois de très mauvaise humeur toute la journée. Et directement à l'heure précise où je l'ai demandé. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis vous n'avez pas d'alarme. Parce que c'est vrai que vous pouvez avoir une analyse sans être forcément réveillé. Et ça, c'est vachement pratique pour le week-end. Si vous avez envie de faire la grasse mat, bah oui, vous n'avez pas d'impératif forcément le week-end. Et donc, du coup, vous pouvez aussi demander à ne pas être réveillé. Ce qui est quand même plutôt sympa. Oui, il suffit de ne pas mettre son réveil. Hein. Oui, aussi. Ouais. Mais du coup, vous n'avez pas l'analyse. Alors que là, ça vous permet vraiment d'analyser toute la semaine. Donc, vous avez vraiment le rendu de la semaine. Et vous avez l'aide au sommeil. C'est des petits épisodes qui durent entre 10, ça peut être 40 minutes, 50 minutes. Et ça vous permet en fait de bien vous endormir. Alors, c'est très... ça dépend vraiment des personnes. Par exemple, on va vous raconter une petite histoire. Ça sera un peu d'ASMR. Ça sera un petit guide. Par exemple, vous avez l'impression de faire un parcours dans la forêt. Vous avez les petits bruits de feuilles, les petits bruits de bois. Ah non, mais c'est très élaboré. Hein. Vraiment, vous avez beaucoup de musique, du classique ou non. Enfin, voilà. Ah ouais, parce que moi, je m'endors en regardant Twitter, par exemple, c'est pas très très bon. Ah, c'est pas bon du tout. Hein. Et puis en plus, l'application, elle est faite en sorte que justement le design soit doux. C'est du bleu nuit très foncé qui vous apaise, qui vous. C'est pas une lumière, un écran qui va forcément vous aveugler et qui va vous stimuler. La nuit, elle surveille donc la qualité du sommeil, ça détecte les ronflements. Ouais, en fait, vous avez juste besoin de la brancher. Ou obligé de la brancher parce que ça prend beaucoup de batterie quand même. Oui. Ah, ça utilise beaucoup de batterie, donc vous la branchez. Donc soit vous la mettez sur votre table de chevet. Soit vous la mettez à côté, donc sous votre oreiller ou pas très loin en tout cas, et grâce au microphone, elle va pouvoir détecter si vous bougez, si vous toussez, si vous ronflez et si vous parlez dans votre sommeil. Elle enregistre et elle enregistre tout. Non. Et dans la version premium, vous pouvez justement avoir accès à cet enregistrement et savoir ce que vous avez dit, combien de temps vous avez ronflé, à quel moment. Et en fait, vous avez tout le listing. À telle heure, j'ai ronflé, tant de temps, après telle heure. Et après, ça vous fait la globalité. Vous avez par exemple ronflé 45 minutes dans la nuit. Quoi. Ah, c'est pas bon ça. Non. C'est un peu long. Hein. Et après, elle détecte, grâce justement au fait que vous le branchez, elle détecte le moment où vous allez vous endormir. Après, est-ce qu'on peut en être vraiment sûr ? C'est pas tout à fait exact. Ouais. On ne peut pas vraiment être sûr. Oui, parce qu'il n'y a pas les capteurs qu'il y a, par exemple, avec les systèmes WeThings. Mais oui, justement. Là, en fait, elle va détecter quand il n'y a plus de mouvement, quand elle n'entend plus rien. Ouais, et c'est à ce moment-là qu'elle va se dire faut pas qu'il y ait un chat qui passe ou un truc comme ça. Hein. C'est ça. Mais c'est vraiment l'heure de sommeil. Je pense que c'est plus dans ce cas-là. Donc voilà, après vous pouvez renseigner les facteurs comme on disait. Ah, aujourd'hui j'ai un peu trop mangé. Ah, j'ai mangé tard. Ah, j'ai bu quelques verres. Ah, je suis pas bien. Donc voilà, ça vous pouvez tout renseigner et ça permet encore plus d'avoir ce suivi justement dont on parlait. Vous avez aussi plein de graphiques. Alors là, vous êtes servi. Hein. Si vous aimez ça, les chiffres, les graphiques, vraiment les diagrammes, les statistiques. C'est pour ceux qui aiment scientifiser leur sommeil. Hein. Ouais, je pense parce que j'avoue
j'avoue que moi, des fois, j'étais un peu perdue. Je me disais, oh là là, oui, d'accord, la qualité de mon sommeil, tout ça. Mais c'est bien pour suivre, mais il faut vraiment être rigoureux, je pense, parce que déjà, il faut y penser. Et puis c'est pas forcément très simple de tout comprendre, ces petits graphiques, de tous les réunir, de les faire coïncider, de les regrouper. Quoi. Alors, on a Pierre Thiolin qui réalise cette émission, qui, je sais, utilise beaucoup cette appli. Il adore. Et le fait est qu'il est de meilleure humeur depuis qu'il l'utilise, non? En tout cas, ça l'apaise un peu plus. Il se dit, beaucoup. Je sais si j'ai bien dormi ou pas, je comprends pourquoi. Donc, ça fait un mois qu'il l'utilise et il en est vraiment ravi. Bon, écoutez, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais juste par rapport à justement la premium. Parce que ce que je disais, c'est que l'application, si vous n'avez pas le compte premium, ça sert pas énormément, vous avez 7 jours d'essai, ça va être vachement minime. Alors compte premium, vous en avez pour 29,99 par an. Et donc là, vous avez toutes les sons, les sonneries possibles et vous avez surtout accès en fait à vos enregistrements. Vous n'avez pas accès à vos enregistrements si vous n'avez pas votre compte premium. Et puis, vous avez aussi la sauvegarde des données, comme je le disais. Vous pouvez indiquer votre humeur le matin. Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens moins bien? Donc ça vous permet encore plus d'aller plus loin dans l'analyse de votre sommeil, de la qualité. Et puis vous avez, ce qu'on disait, les sons, beaucoup plus de sons. Vous avez accès à toute la bibliothèque justement pour l'aide au sommeil. Ce que vous n'avez pas du tout, vous n'en avez qu'un seul, sinon. En compte premium, c'est vraiment, elle s'appelle The Room. Et je peux vous dire que The Room, c'est vraiment pas sympa. C'est pas du tout agréable. Pour l'avoir testé, c'était pas du tout agréable. Eh bien, c'est parfait. Encore point. Un mot, mais elle est intarissable. Oui, parce que j'ai trouvé cette information assez sympathique. Le saviez-vous? On a fait un top 5 des villes françaises où on dort le mieux. Je vous les donne un petit coup rapidement. Besançon, à égalité avec Rennes. Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, j'étais obligée de le dire, et Le Havre. Oh, c'est vrai ça? Oui, voilà. Et comment... J'ai trouvé ça super. Il y avait la ville, ma ville natale. C'est des villes où c'est très calme. Voilà, il se passe rien. Si, il se passe des choses, mais c'est pas non plus grandiloquent. C'est pas pareil. Non, d'accord. Bon, ok, très bien. Bah, écoutez, si vous habitez Besançon, bonne nuit, surtout. Merci beaucoup, Margot Duchesne, qui chaque semaine teste des applications et vient tout nous raconter. Et alors là, vous voyez qu'elle était dithyrambique, sur Sleep Cycle. C'est là-dessus que va se refermer cet épisode de 01 Hebdo. On était ravis d'être avec vous cette semaine encore et nous sommes ravis de vous retrouver jour après jour. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les programmes de 01 TV, bien sûr, sur le site 01nettv.com, sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis, faites passer le message et puis également sur votre télé, car c'est bien aussi sur un grand téléviseur. Via votre box SFR, canal 32, Orange, canal 131, Free, canal 231. Et aussi sur l'appli RMC BFM Play à télécharger sur mobile. Comme ça, vous ne pouvez rien rater. On se retrouve la semaine prochaine pour encore d'autres sujets qu'on est en train d'ores et déjà de vous mitonner. François Sorel sera de retour. Vous savez, normalement, cette émission se présente à 2. Et donc, il sera là et j'en serai ravi. Vous aussi, j'en suis sûr. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne semaine. Salut à tous.